Monsieur le délégué national, mesdames et messieurs, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. D'abord, je salue les gens qui sont présents ici dans cette salle du Musée de l'Ordre de la Libération, mais je salue aussi les gens qui nous regardent à distance via Facebook et également le logiciel Zoom. Alors, cette soirée, qui est l'avant-dernière soirée culturelle de la saison, elle est consacrée au 80e anniversaire de la bataille de Bir Hakeim, qui fut probablement la bataille la plus emblématique menée par les Français libres pendant toute la guerre, puisque pour la première fois depuis la défaite de 1940, ils se retrouvaient seuls face aux forces de l'Axe, c'est-à-dire les Allemands, mais également les Italiens qui se trouvaient alors sous le commandement du général Rommel. Alors pour cette soirée, qui est d'abord une soirée des Amis du Musée de l'Ordre de la Libération, de la Société des Amis du Musée de la Libération, puisque nous en faisons 2 par an qui sont siglés Amis du musée. Je vais d'abord, dans un instant, donner la parole au président Philippe Radal, président de la Société des Amis, et puis ensuite François Broche, que je présente, que j'ai à peine besoin de présenter, historien, spécialiste de la France libre, qui a travaillé aussi sur la collaboration il n'y a pas très longtemps, mais qui est un grand spécialiste de la bataille de Bir Hakeim, viendra nous faire ce qui est un exploit, une synthèse d'une vingtaine de minutes, peut-être 25, François, sur ce qu'a été la bataille de Bir Hakeim en termes d'engagement, d'enjeux et de retentissement. Vaste programme. Et puis ensuite, nous allons présenter un ouvrage inédit, Le journal de guerre d'un médecin de la France libre, écrit par le médecin-colonel Jean Vialard-Goudou, compagnon de la Libération. Et là, Julien Toureille, qui a établi l'appareil critique de ce livre qui paraît aux éditions du Félin en ce moment, est souffrant et donc j'ai la lourde charge de le remplacer un peu au pied levé pour vous présenter cet ouvrage que je connais quand même un petit peu. Voilà. Et puis ensuite, Émeric Gentil, ici présent, qui est administrateur de la Société des Amis, viendra nous présenter la brochure que la Société des Amis a réalisée et produite, y compris avec François Broche, dans le cadre justement de ce 80e anniversaire de la bataille de Bir Hakeim, mais qui est centré véritablement sur la bataille à travers les collections du Musée de l'Ordre de la Libération, c'est-à-dire évidemment des objets, essentiellement des familles de compagnons de la Libération, mais également des archives et des fonds photographiques. Voilà, sans plus tarder, je vais donner la parole au président Radal, que je vais équiper d'un micro pour qu'il puisse... Merci Philippe. Monsieur le délégué national, en général, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très honoré et ravi d'ouvrir cette conférence dédiée à la bataille de Bir Hakeim, qui est donc placée sous le parrainage, je le redis pour que ce soit clair, de la Société des Amis du Musée de l'Ordre de la Libération. Fort opportunément, notre association, après avoir publié un ouvrage sur les timbres de l'Ordre en 2021 et sur les attributs de l'Ordre de la Libération début 2022, présente ce jour un 3e support édité à l'occasion du 80e anniversaire de cette bataille qui nous réunit ce soir. Dans cet ouvrage vous sera présenté par Émeric Gentil tout à l'heure. Je dirais juste qu'il est riche d'une documentation exhaustive et d'une iconographie extrêmement conséquente. Et il présente les objets et souvenirs conservés par notre musée. Et nous avons été quelques-uns à le rédiger. Je précise qu'il sera gracieusement adressé aux membres de la SAMOL, comme ce fut le cas pour les précédents ouvrages. Donc, il ne leur sera pas remis ce soir. Et il sera accessible aux non-membres de la SAMOL pour la somme de 15 €. Et vous trouverez d'ailleurs des bulletins d'adhésion à l'issue de cette conférence pour avoir à éviter de faire des dépenses supplémentaires. Alors, nos adhérents seront conviés à partir du 22 juin, et une date à préciser, à une visite conférence de l'exposition consacrée aux agents secrets du général. Enfin, nous devrions éditer prochainement un nouvel ouvrage issu de nos récentes conférences à la Maison de la Table de Charles de Gaulle à Lille, axé sur la jeunesse de Charles de Gaulle par le même et incontournable François Broche, et sur les écrits méconnus du même Charles de Gaulle par moi-même, le tout à l'appui d'une documentation particulièrement riche. Je conclurai mon propos en évoquant le prix Henri Écochard, fondé par la SAMOL en mémoire de ce grand Français libre de la première heure, est destiné à couronner un mémoire de M2 relatif à la résistance française. Un jury composé d'universitaires, d'historiens et d'administrateurs de la SAMOL désignera annuellement le lauréat
au cours d'une cérémonie à fort retentissement médiatique. D'ores et déjà, les publications nous proposent de reproduire des synthèses du travail imprimé, offrant aux lauréats une première tribune et une autorité de bonne loi le concernant. Excellente soirée, je vous remercie pour votre attention. Merci. Bien maintenant, le moment est venu d'écouter François Broche, qui va nous parler donc de la bataille de Bir Hakeim en ce 80e anniversaire et nous présenter encore une fois les enjeux, le contexte, le bilan et le retentissement de cette bataille. Mon cher François, c'est à vous. Parler de Bir Hakeim en 20 minutes, ça ressemble à une performance, mais enfin, je commence à avoir l'habitude de traiter ce sujet, généralement plus longuement, mais bon, c'est un exercice de le présenter un peu plus brièvement pour mettre l'accent sur l'essentiel. Je voulais partir d'un passage exceptionnel, extraordinaire des mémoires de guerre du général de Gaulle, qui raconte comment il a appris la fin des combats à Bir Hakeim. C'était au soir du 11 juin 1942, alors que l'on ne savait pas encore comment s'était déroulée l'évacuation de la position. Le général Alan Brooke, le chef de l'état-major impérial britannique, envoie à De Gaulle un message, un messager. Le message est bref. Le général Koenig et une grande partie de la brigade sont parvenus hors d'atteinte de l'ennemi. Le général remercie le messager, le congédie, ferme la porte. Il ne veut pas être dérangé. Il ne veut voir personne. C'est lui qui raconte, qui donne ces détails. Et la suite, il la raconte en quelques mots. Je suis seul, au cœur battant d'émotion, sanglots d'orgueil, larmes de joie. Admirez au passage la simplicité, la concision du style, dans la grande tradition classique. Le cœur battant, les sanglots, les larmes, qui expriment les trois sentiments qui se bousculent alors en lui, l'émotion, l'orgueil, la joie. Pas d'adjectif inutile. Il n'éprouve pas besoin de grossir le trait, de s'apesantir sur les sentiments qui le submergent. À ce moment-là, dans les mémoires de guerre, ce passage, cette confidence de l'auteur qui est par nature avare de confidence, dont l'extrême pudeur passe souvent pour de l'insensibilité, marque une sorte de sommet. Cette émotion, ces larmes, continuent de nous retenir et de nous émouvoir. Il est à présent temps de les replacer dans leur contexte historique avant de rappeler les enjeux et enfin le bilan de la bataille qui réveilla les Français selon la si juste expression de Pierre Messmer. Nous sommes au printemps 1942. La France libre existe depuis déjà 2 ans, près de 2 ans. Elle a connu des pages de gloire, elle a réalisé des prouesses, dont les moindres ne furent pas les ralliements de territoires de plus en plus vastes de l'Empire. Elle a recruté à tous les niveaux des hommes de troupes aux chefs des unités, des jeunes volontaires sans aucune formation à quelques responsables, pas beaucoup, quelques hauts gradés militaires, tous volontaires pour tout sacrifier en fonction de la victoire finale, qui paraît alors en juin 40 si éloignée. Elle a d'ailleurs livré très vite ses premiers combats en Libye, en Érythrée, sans parler des exploits de ses pilotes pendant la bataille d'Angleterre, et aussi des premières missions des forces navales françaises libres dans l'Atlantique. Mais elle a connu en même temps d'immenses déconvenues. De Gaulle n'a rallié ni les élites, ni les masses. Il a échoué devant Dakar. Il a livré en Syrie un combat fratricide contre l'armée du Levant, fidèle à Vichy dans sa grande majorité. Seulement 1/5 s'est rallié à la France libre. Il n'a pas réussi à se faire reconnaître comme un allié à part entière par les Britanniques. Il faut bien admettre qu'au printemps 1942, il n'a pas de quoi être très optimiste pour l'avenir de la France libre. Sans parler des querelles internes qui ont divisé le mouvement, dont la tentative de scission de l'amiral Muselier au début de 1942 a été la plus grave et qui ont fait mauvaise impression dans le camp allié. Et sans oublier enfin l'état de santé du général qui se dégrade brusquement à la mi-avril 1942. Dans ses mémoires, le général Billot, dans ses mémoires Le Temps des Arbres, le général Billot écrit « Contre notre espoir, le général s'affaiblissait et nous dûmes avec angoisse et terreur envisager le pire. »
En clair, De Gaulle était en train de mourir. La suite est connue. Le docteur Lischwitz, ancien médecin de Paul Reynaud, célèbre pour la sûreté de ses diagnostics, arrivant de Lisbonne, où l'avait exilé la législation antisémite de Vichy, il diagnostique un cas aigu, très aigu de paludisme, aggravé par l'abus du tabac et par une extrême fatigue. Le traitement adéquat est aussitôt entrepris sur le champ. Le général ressuscite en quelques jours. La France libre revient de loin. Un dernier coup dur à mentionner enfin, le 5 mai, les Anglais ont débarqué à Madagascar, territoire de l'Empire français aux mains de l'administration de Vichy. C'est une nouvelle traîtrise de la perfide Albion, car De Gaulle n'a pas été tenu au courant de cette opération, et c'est une preuve de plus que la France libre n'est pas considérée comme un allié à part entière. Les enjeux ensuite. Revenons encore un petit peu en arrière. Un an plus tôt, en juin 1941, la campagne de Syrie n'a abouti qu'à rallier 6 000 hommes sur les 37 000 de l'armée du Levant. Mais du moins, en y ajoutant les quelques 600 volontaires du bataillon du Pacifique, qui arrivent au Moyen-Orient au début de juillet 1941, du moins a-t-elle renforcé ce qu'on appelait alors la division légère française libre, qui sera dissoute le mois suivant, en août 1941, et remplacée par 2 brigades indépendantes, la première et la deuxième BFL, commandées respectivement par le général Edgar de Larmina, dont l'adjoint est alors le général Pierre Koenig, et par le colonel Alfred Cazot. L'ensemble étant coiffé par le général de Larmina lui-même, jusqu'alors haut commissaire de la France libre en Afrique française, en Afrique noire, et que le général de Gaulle a nommé adjoint du général Catroux, qui est le commandant en chef de toutes les forces françaises libres du Moyen-Orient. Avant de quitter le Caire pour Brazzaville dans les derniers jours d'août, De Gaulle met ses 2 brigades à la disposition du général Claude Auchinleck, qui vient d'être nommé commandant en chef britannique au Moyen-Orient, pourvu que ce soit pour combattre, ajoute-t-il. Il sait en effet que des événements importants vont se dérouler en Libye, où Rommel a débarqué en février 1941 à la tête de l'Africa Corps et où il se prépare à poursuivre sa marche vers l'Égypte afin de s'emparer du canal de Suez. Bien sûr, les forces françaises libres représentent peu de choses au sein de la 8e armée britannique, quelques milliers d'hommes sur plus de 110 000. Mais Rommel a remporté quelques succès. Et c'est un appoint qu'on ne peut pas négliger du côté britannique, d'autant que la prise de Koufra par Leclerc en mars 1941 et les exploits de la brigade française d'Orient, la première ébauche de la future division française libre, et l'exploit de la brigade d'Orient en Érythrée au printemps 1941 ont fait bonne impression. C'est ainsi que la brigade française libre quitte la Palestine à la fin de décembre 1941 pour passer en Égypte et être employé en Libye dans la poursuite engagée par les Britanniques contre un Africa Corps alors en pleine retraite, qui a dû abandonner Benghazi en raison des difficultés d'approvisionnement et aussi, du moins si l'on en croit Rommel, de la mollesse de l'allié italien. Mais le flottement allemand ne dure pas. Dès la mi-janvier, Rommel lance une contre-offensive qui contraint la 8e armée britannique à retraiter à son tour et il réoccupe Benghazi le 29. Les Anglais se replient alors sur une ligne Gazala au nord, à l'ouest de Tobrouk, Bir Hakeim au sud, à environ 70-80 km de Tobrouk. La stratégie mise en œuvre par Rommel découle de ses succès. Après avoir enfoncé les lignes britanniques au nord, il décide de s'emparer du môle sud de cette ligne, où la brigade française libre de Koenig s'est installée à la mi-février. Après 3 mois de préparation, essentiellement marquée par une incessante guerre de course dans le désert, Rommel lance une manœuvre de contournement par le sud-est, dont l'objectif est de prendre Bir Hakeim en quelques heures. Il s'y épuisera durant 15 jours, sans autre résultat que de finir par entrer dans une position désertée par sa garnison et désormais dépourvue de tout intérêt stratégique. Bien entendu, je ne me lancerai pas dans un récit de la bataille, ce qui nous retiendrait plusieurs heures. Je me contenterai d'appeler simplement votre attention sur 2 hommes qui ont permis à la brigade de résister aussi longtemps à l'assaut des troupes germano-italiennes. Le premier est André Gravier. C'est le chef des sapeurs des mineurs qui, en étroite collaboration avec le général de Larmina, a conçu le très efficace dispositif de champs de mines et de marais de mines autour de Bir Hakeim
et qui a empêché Rommel de prendre Bir Hakeim dès le premier jour, comme il en avait l'intention. Le second personnage est le médecin-chef de la brigade, Jean Vialard-Goudou, qui, avec son équipe, s'est dépensé jour et nuit pour secourir et soigner les blessés, organiser leurs évacuations. La publication de son journal de guerre est un document exceptionnel, non seulement en raison de l'accumulation de détails et de faits inconnus sur le plus glorieux fait d'armes de la France combattante, mais aussi à cause de sa franchise souvent rude, souvent aux dépens de ses camarades du service de santé. Enfin, le bilan. Incontestablement, Bir Hakeim fut une brillante irruption de la France libre dans la guerre mondiale. Cette page de gloire, comme l'écrira de Gaulle, ne se contente pas de faire tressaillir les Français, elle retient l'attention des peuples alliés et elle inquiète les ennemis de la France. Dès le 10 juin, la presse britannique n'avait pas marchandé ses éloges. Les hommes de la France libre rendent le nom de Bir Hakeim immortel, avait titré le Daily Mail. La défense de Bir Hakeim est un des plus splendides exploits de la guerre, avait assuré le Daily Herald. Pour de Gaulle, pour la France libre, pour les Alliés, le bilan de Bir Hakeim est formidablement positif au triple point de vue stratégique, politique et humain. Bilan stratégique. Certes, sur les quelques 3300 à 3700 hommes, les estimations varient selon les sources, qui sont présents à Bir Hakeim, la brigade a perdu entre 1300 et 1500 hommes, tués, blessés, prisonniers ou disparus au moment de la sortie. Mais au prix de ces pertes, le bilan stratégique est important. Rommel a subi un retard qu'il ne pourra plus combler, et quand il arrivera devant El Alamein, les Anglais l'arrêteront avec des forces fraîches venues d'autres théâtres. Bien sûr, Bir Hakeim n'est pas Stalingrad, c'est tout de même un tournant de la guerre. Et on nous explique parfois que Rommel, bien qu'il eût sévèrement bousculé les Britanniques au nord de Bir Hakeim, il va s'emparer de Tobrouk le 21 juin, et à cette occasion, Hitler fera de lui un maréchal du Reich. Rommel était en train de s'épuiser, nous dit-on, c'est vrai, que l'Africa Corps était très éloigné de ses bases de départ, c'est vrai, ce qui entraînait des difficultés croissantes d'approvisionnement en carburant, qu'il aurait été de toute façon battu à El Alamein à l'automne 42. En un mot, si Bir Hakeim n'avait pas existé, Rommel aurait été de toute façon battu à El Alamein. Sans doute, mais peut-être l'aurait-il été beaucoup plus difficilement et beaucoup plus tardivement, car il n'est pas contestable que l'Africa Corps s'est épuisé devant Bir Hakeim, que la brigade française lui a infligé de sévères pertes et que pendant les 15 jours fatidiques, le commandement britannique a eu le temps de rattrouper à El Alamein les forces alliées disséminées dans tout le Moyen-Orient. L'historien militaire Rémy Porte confirme que Bir Hakeim a bouleversé la planification opérationnelle allemande en imposant à Rommel de retarder l'ensemble de son offensive et a permis aux Britanniques de préparer le choc suivant. En s'entêtant à faire tomber la position française, dont il avait surestimé l'importance stratégique, en réclamant toujours plus de renforts, toujours plus de délais, Rommel se condamnait à remporter une victoire éclatante. Ce ne fut pas le cas. La résistance inattendue des Français libres brisait la réputation d'invincibilité des forces allemandes, qui sera définitivement pulvérisée 4 mois plus tard à El Alamein. Bilan politique, les anglo-saxons considèrent désormais les Français comme des alliés à part entière. Cette fois, ils ont sauté le pas. Ils ne pourront plus les ignorer ou les traiter comme quantité négligeable. L'attention passionnée qui se porta sur Bir Hakeim, note Paul-Marie de la Gorce dans son magistral De Gaulle entre deux mondes, devait donner à De Gaulle une arme nouvelle qui gênerait les gouvernements britanniques et américains dans leur tentative pour l'ignorer ou le réduire. L'opinion publique alliée serait désormais franchement favorable à la France combattante. Le 18 juin 1942, jour où De Gaulle célèbre à l'Albert Hall de Londres le 2e anniversaire de l'appel devant 10 000 personnes, on ne peut que constater que la France libre a le vent en poupe, qu'elle s'apprête à, comme l'écrit Jean-Louis Crémé-Briac, à vivre son bel été, même si cet état de grâce ne sera qu'éphémère. De Gaulle est désormais assez fort pour adresser au mouvement de résistance, par l'intermédiaire de Christian Pineau, le chef de Libération Nord, une déclaration qui, après Bir Hakeim, marque un tournant dans l'histoire de la France libre. Assez fort pour esquisser une alliance avec l'URSS, assez fort pour s'assurer du désintéressement britannique à l'égard de l'Empire français. Cette force nouvelle, il ne peut être mis en doute qu'il la puise dans le haut fait de Bir Hakeim.
où Malraux voyait la preuve que la France n'était pas morte. Bir Hakeim, bien sûr, ce n'est pas Stalingrad, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas Verdun, ce n'est pas Austerlitz. C'est plutôt, comme le disait encore Malraux, le premier combat de Jeanne d'Arc à Orléans. Jeanne avait rendu confiance à une garnison assiégée depuis 7 mois. Ce n'était qu'un succès local, certes, mais ce fut un grand tournant de la guerre de 100 ans. De ce succès local à Bir Hakeim va naître ce que ceux qui remettent en cause la portée de l'exploit appellent le mythe, et que je préfère pour ma part appeler la légende, tant qu'il est vrai qu'un mythe ne repose généralement sur aucune réalité, alors qu'à la source de la légende, il y a la plupart du temps des faits et des personnages réels. En France occupée, l'écho de la bataille est immense. Dans son numéro du 24 juin 1942, Libération, organe du mouvement Libération Sud, écrit « Bir Hakeim n'est qu'un épisode de la guerre, ce n'est qu'un combat de la bataille de Libye, mais pour la France, c'est une résurrection. » Des maquis, des compagnies de corps francs prennent le nom de Bir Hakeim. Un journal clandestin intitulé Bir Hakeim voit le jour à Bourg-en-Bresse avant d'être diffusé dans toute la zone sud. Bilan humain, enfin, la brigade Koenig apparaît comme une étonnante synthèse de la France et de son empire, qu'un journal nazi qualifiera de sauvage mélange des races, des peuples ou des races. Ce qui est vrai à l'adjectif près, naturellement, ce qui reflète la réalité. Jamais troupe ne fut plus mélangée, plus panachée que la première brigade française libre, composée d'hommes venus de tous les territoires de l'Empire, Afrique noire, Madagascar, Afrique du Nord, Levant, Pacifique. Leur jeunesse, l'amour de la mère patrie provisoirement défaite, le désir de servir sous des chefs respectés et admirés, c'est très commun à tous les combattants de la brigade, atténuer les difficultés qui auraient pu naître de la diversité des origines ethniques, religieuses, sociales, culturelles. Ils étaient animés d'une ardeur permettant de compenser leur petit nombre et aussi de ce fameux esprit Free French dont le général de Gaulle énumère les caractéristiques dans ses mémoires de guerre. J'en cite quelques-unes. Goût du risque et de l'aventure poussé jusqu'à l'amour de l'art, ardente cohésion, confiance souveraine en la force et en la ruse de leur propre conjuration. Dans ses éphémérides des 4 années tragiques, le journaliste Pierre Limagne note le 10 juin 1942 « Notre pays ne redeviendra la grande France que si un certain nombre d'entre nous savent se faire tuer en contribuant à la victoire commune. Les soldats de Bir Hakeim montrent le bon chemin. » 4 ans plus tard, dans la conclusion de son journal de Bir Hakeim, où il rend hommage à tous les morts des forces françaises libres, Jean Vialard Boudou écrira « Ceux qui ne sont plus là nous ont montré la voie et la piste demeure ouverte. » J'ai encore 1 minute. Il est temps de conclure de toute façon. Je dirais simplement qu'à Bir Hakeim, comme il arrive souvent dans l'histoire de France, nous sommes à la fois dans l'histoire et dans la légende. Dans l'histoire d'un fait d'armes dont il est impossible de nier la grandeur, même si l'on s'emploie parfois à en contester l'importance. L'histoire d'une poignée d'hommes qui tiennent tête à 1 contre 10 à une armée ennemie, qui la force à recourir à des moyens importants, qui parviennent à freiner son offensive victorieuse vers l'Égypte. Mais en même temps dans la légende, parce que ces hommes, tous des volontaires, qui avaient d'avance fait le sacrifice de leur vie, se battaient pour un idéal, avec une rage de vaincre, qui balayait toutes les faiblesses. Comme il est souvent arrivé dans le passé, histoire et légende sont étroitement liées. Je pense bien sûr à l'épopée de Jeanne d'Arc, aux soldats de l'an 2, à la Grande Armée, à ceux de 14 et bien sûr à l'armée des ombres de 40-44. Bir Hakeim est un tout, c'est une histoire et c'est également une légende. Elles sont indissociables. La vérité sur Bir Hakeim est à la fois dans l'histoire et dans la légende. Juste un mot pour finir. J'ai voulu mettre un point final à ma cathédrale des Sables en citant les propos de Jacques Runger, compagnon de la Libération, qui était artilleur à Bir Hakeim. Chaque fois que j'y suis revenu, j'ai eu l'impression d'entrer dans une cathédrale invisible où flotte l'âme de la France libre. Il avait raison. Les bâtisseurs sont morts, le bâtiment demeure, écrivait Maurice Barrès. À Bir Hakeim, il ne reste pratiquement rien, ou si peu, de la cathédrale assiégée, un muret d'enceinte, les restes du fortin ottoman et le monument érigé après la guerre, après la bataille, en l'honneur de ce haut fait d'armes.
Mais qu'importe si le bâtiment demeure invisible, son existence n'en est pas moins réelle, car les symboles ne s'effacent jamais, ni le vent, ni le sable, ni les hommes, ni l'oubli ne pourront détruire la cathédrale invisible. Merci infiniment, François. Je n'ai pas été trop long. Le pari est tenu. Le pari est tenu. C'était quand même, non, c'était très bien et c'était tout à fait dans les temps. Bien, nous allons parler maintenant, mesdames et messieurs, du journal de guerre d'un médecin de la France libre. Magnifique ouvrage qu'a évoqué très rapidement tout à l'heure François et inédit. En l'absence de Julien Toureil, qui est souffrant et à qui nous souhaitons d'abord le meilleur et le plus prompt des rétablissements, je vais m'efforcer de le remplacer au pied levé pour vous présenter ce journal de guerre d'un médecin de la France libre, qui a donc été rédigé par le médecin-colonel Jean Viellard-Goudou, compagnon de la Libération, et qui vient de paraître aux éditions du Félin. Je souhaite commencer par quelques remerciements. D'abord aux membres de l'association Liberté Mémoire et à sa présidente, Laurence Thibault, qui ont proposé le manuscrit de ce journal aux éditions du Félin. Ensuite à Stéphane Goulot, directeur du Félin, qui est ici présent, et qui a accepté avec enthousiasme de le publier. Et puis bien sûr à Julien Toureil, qui est absent, mais qui a réalisé un long travail pour établir l'appareil critique de cet ouvrage passionnant et inédit. Et puis je veux saluer aussi la famille de Jean Viellard-Goudou, dont une partie, je crois, est avec nous ce soir, et en particulier sa petite fille Marianne Cornan, dont je crois qu'elle n'est pas là ce soir. Pourquoi? Parce que nous avons eu, avec la famille, c'était important, des échanges qui étaient à la fois fructueux, et puis nous avons obtenu l'aide de la famille de Jean Viellard-Goudou et sa confiance qu'elle nous a accordée pour ce projet. Alors, ce manuscrit a connu quelques péripéties, si vous voulez bien, je commencerai par là. Si on peut se réjouir qu'en ce jour de 80e anniversaire de la bataille de Bir Hakeim, ce livre paraisse, il faut bien dire que c'est, et c'est le moins qu'on puisse dire, il a mis un certain temps à se concrétiser. Pendant la guerre, Jean Viellard-Goudou a écrit un journal qu'il n'a d'ailleurs pas tenu réellement au jour le jour et qu'il a achevé dans sa première version en juin 1946. Ce manuscrit, qui était très écrit, a été rédigé lors de ses périodes de repos pendant la guerre et en particulier pendant les 6 mois qu'il a passés dans le plâtre au second semestre de l'année 1943 à la suite d'un grave accident de voiture. Ce texte, qu'il a remanié à plusieurs reprises, était connu cependant d'un certain nombre d'initiés, c'est-à-dire en fait quelques-uns des anciens du service de santé de la France libre et de quelques personnalités comme le général Koenig. Et Jean Viellard-Goudou avait également déposé ici, à l'ordre de la Libération, un exemplaire de son manuscrit, et c'est tout simplement la raison pour laquelle nous avons voulu le soumettre au comité de lecture de l'association Liberté Mémoire. Mais avant cela, quelques décennies s'étaient écoulées sans que le manuscrit paraisse. En réalité, l'auteur, Jean Viellard-Goudou, souhaitait le publier, et il s'est trouvé en but à quelques réticences de ses camarades de combat, je vais vous expliquer pourquoi, qui l'ont conduit à renoncer à remanier le manuscrit et sans parvenir finalement à trouver d'éditeur. C'est là que c'est intéressant à mon avis, c'est un paradoxe. Je pense que ce sont les intérêts majeurs de ce texte qui l'ont empêché de paraître. Je m'explique. D'abord, un ton très libre, sans doute trop libre pour ses contemporains, auquel s'ajoute un humour caustique et récurrent. Je vous invite à lire par exemple la scène de la première rencontre avec le général de Gaulle à Pointe-Noire au Congo en octobre 1940, enfin en septembre 1940. C'est une rencontre qui est délicieusement perturbée par l'intervention surprise de Liliane, sa petite fille de 3 ans. Le récit est assez amusant. Jean Viellard-Goudou ne masque rien de sa personnalité, qui est extrêmement franche, de ses interrogations et de ses réflexions. Il ne freine pas vraiment sa plume, François le disait tout à l'heure, il porte des jugements qui sont très directs sur ce et sur ceux qui lui semblent mal fonctionner, l'école de guerre en particulier, j'y reviendrai, et aussi sur ceux qui fonctionnent bien, et en particulier ces rapports qui sont plutôt bons avec les médecins militaires et l'autorité britannique. Et c'est peut-être pas non plus étranger aux réserves que ses pairs lui ont opposées. Ensuite, et c'est aussi tout son intérêt, le journal de guerre présente une narration qui est sans doute trop éloignée des récits de guerre de l'époque, parce que ce que donne à voir le médecin-colonel Viellard-Goudou est en réalité une guerre qui est sans emphase, vécue au quotidien, qui est faite de préparation, d'organisation, d'attente, d'un certain ennui parfois. Loin de tout terrorisme,
de tout héroïsme, ce qui n'empêche pas d'ailleurs quelques pages qui sont très belles, très émouvantes, très enlevées. En particulier, je pense à la peinture qu'il fait d'un officier de Légion qui s'appelle Jean Devé et qui est mort au moment de la sortie de Bir Hakeim. Alors, en novembre 1955, à la lecture du journal de Jean Viellard-Goudou, Koenig écrit à l'auteur ses craintes que la bonne humeur qui émane du récit soit mal interprétée par les détracteurs de la France libre, sauf au moyen, lui écrit-il, d'un tirage restreint par souscription. Ainsi, les acteurs eux-mêmes, et pas d'autres, pourraient revivre à la lecture de vos textes une ambiance réelle et riche en souvenirs de toutes sortes. Donc, fermez le banc, pas de publication. Après sa mort en 1970, le manuscrit est donc resté au sein de la famille, et seuls quelques extraits ont été parfois publiés dans la presse, souvent toujours les mêmes, autour des combats, de la violence des combats de Bir Hakeim. Alors, lors des discussions que nous avons eues avec la famille de Jean Viellard-Goudou, nous avons découvert que l'auteur avait en outre tenu, entre février et juillet 1942, sur un cahier d'exercice que vous voyez ici à l'écran, un journal de marche et opération du Western Desert, qui est formé de 60 pages manuscrites, et non dactylographiées comme le journal de guerre dont je parlais précédemment, écrites au jour le jour. Alors, on a trouvé, on y a réfléchi, on a discuté, mais on a trouvé qu'il était vraiment extrêmement intéressant. D'abord parce que c'était un document qui n'était pas remanié du tout, totalement brut, et qui complétait justement ce journal de guerre qui ne, finalement, paradoxalement aussi, n'accordait que quelques pages à la bataille de Bir Hakeim dans l'ensemble du récit de guerre de Jean Viellard-Goudou. Et donc, nous avons choisi de l'intégrer au récit, et ce qui fait que ça rend dans cette édition-là, à la bataille de Bir Hakeim, finalement, une place centrale dans l'édition de ces mémoires et de ce journal de guerre. Alors, en quelques mots, venons-en quand même à l'auteur. Jean Viellard-Goudou est né en Gironde en 1902. Il perd son père, qui est tué à la guerre de 14-18 lorsque lui-même est adolescent. Il choisit la médecine militaire et il est diplômé de l'école de santé navale de Bordeaux. Et il va choisir de faire carrière dans les troupes coloniales. Donc, il va faire une année de formation et de stage à l'école du Pharaon à Marseille. Et en 1927, le voilà médecin colonial. Il est passionné par son médecin outre-mer. Et jusqu'à la déclaration de guerre, entre 1927 et 1939, il passe 9 ans en Afrique équatoriale française, entrecoupé de 3 ans d'un séjour de 3 ans en Indochine. Alors, je vous invite aussi à lire la remarquable et indispensable préface de cette édition qui a été écrite par le médecin général Marc Morillon, être médecin dans les troupes coloniales dans les années 30. Et je dis merci au général Cuche qui est ici présent parce que c'est grâce à lui qu'on a pu trouver un médecin général spécialiste de la médecine coloniale et de l'histoire de la médecine coloniale pour écrire ces quelques pages qui nous éclairent sur le rôle sanitaire, évidemment, du médecin colonial des années 30, mais aussi son rôle social, son rôle administratif, qu'ont pratiqué tous ces médecins qui étaient en fait attirés par l'immense empire français de l'époque. Aujourd'hui, évidemment, ça ne vous évoque rien, mais il faut bien imaginer ce qu'était à l'époque l'empire colonial français, et qui restait finalement, après la Première Guerre mondiale, qu'on appelait la der des der, plus jamais ça, il n'y aura plus de guerre. Finalement, l'empire, ça restait la grande aventure humaine qui attirait une grande partie des jeunes gens et de ces futurs médecins coloniaux. Alors, ces médecins militaires, au sein de ce qu'on appelait l'Empire, donc outre-mer, ils ont eu souvent très peu de moyens, ils vivaient dans des conditions d'une énorme, incroyable rusticité, ils avaient aussi une grande liberté d'action et un rôle d'une extrême polyvalence. C'est ça le médecin colonial, si on veut simplifier, dans les territoires d'outre-mer. Débrouillardise, esprit d'initiative, acceptation modérée de la discipline, en bref, un peu la définition de ce que seront les Free French, c'est-à-dire les Français libres, chers au cœur de Jean Viellard-Goudou. Alors, ce n'est pas tant la déclaration de guerre de 1939, visiblement, que l'étrange défaite de juin 40, pour reprendre le titre du livre de Marc Bloch, qui va ébranler Jean Viellard-Goudou. J'en veux pour preuve que son journal de guerre ne commence qu'en juillet 40. Il ne se passe rien avant. Ça commence là, c'est-à-dire en fait au moment où il fait le choix de refuser la défaite et le choix de ce qu'on appelle, à l'époque, ce qu'on appelait la dissidence. Et alors, donc, il se rallie à De Gaulle avant le territoire du Moyen-Congo, qui se rallie, comme tout le monde le sait, le 29 août 1940 à la France libre. Et il écrit à un moment dans son journal qu'à Pointe-Noire, donc au Congo, au cours de l'été 40, mais avant le ralliement du territoire, il a tenu à des marins ce discours-là pour justifier son engagement. Il leur dit, voyez-vous, mon grand-père, médecin civil en Périgord, a fait la guerre de 70 contre les Prussiens.
Mon père, médecin civil en Gironde, n'est pas revenu de celle de 14-18. Pour moi, l'ennemi, c'est l'Allemagne d'Hitler. Donc on voit bien que le moteur premier de son engagement, c'est le patriotisme. Et on retrouve ça dans les lignes dédicatoires de son journal de guerre, c'est-à-dire le texte en exergue au début de son journal de guerre. Je vous le lis. Au général de Gaulle, qui dès juin 40 nous a permis, entre guillemets, de rester dans le camp de nos pères. À tous les Free French des unités combattantes, du général Koenig aux deuxième classe le plus anonyme, en souvenir du bon vieux mauvais temps, et à tous nos frères FFI et FTP de la vraie résistance, à mes camarades médecins civils, médecins militaires et anciens de santé navale, qui m'ont tellement aidé, à la mémoire de nos morts qui donnèrent leur jeunesse, leur enthousiasme et leur vie pour que la France demeure. Alors, dans ces quelques lignes, au-delà du patriotisme, on sent aussi pointer quelques éléments de la personnalité de l'auteur, une certaine intransigeance sur les principes, la fierté qui est très française libre, là, pour le coup, d'avoir été parmi les premiers à faire le bon choix, et un sentiment de reconnaissance à l'égard de ses confrères médecins, et ce qui est beaucoup plus rare pour un officier des forces françaises libres, un hommage appuyé au FFI et même au FTP communiste. C'est assez rare. Donc, on voit qu'il y a une volonté chez Jean Vialard-Goudou d'englober celles et ceux qui ont fait ce choix de véritablement combattre. Et puis, plus classiquement, évidemment, un hommage aux morts, c'est tout à fait évident. Alors, que dit le journal de guerre? Que nous montre globalement, et je vais être rapide, le journal de guerre nous présente le fonctionnement du groupe sanitaire divisionnaire que commande le colonel Vialard-Goudou en 1942 et 1943 comme médecin-chef de la première brigade française libre. Le travail quotidien de l'auteur se partage entre la médecine des corps, mais aussi la médecine des âmes auprès de soldats qui alternent des périodes de repos, mais aussi des périodes de combat intenses. Son travail englobe évidemment la direction d'une équipe qui, à plusieurs reprises, est placée sous l'autorité fonctionnelle de l'armée britannique. Et puis la gestion des stocks, enfin, et même plus souvent la gestion des pénuries, pour une unité qui manque à peu près de tout et qui, pour le coup, ne peut compter également que sur la bonne volonté britannique. Dans son journal, l'auteur défend résolument le rôle des médecins face à une hiérarchie qui, d'après lui, à de rares exceptions près, n'y comprend pas grand-chose. Ce qui vaut quelques lignes savoureuses sur le général de l'Arminac, qui donc commande les Free French du Western Desert. Ce dernier assure en février 1942 à Vialard-Goudou que les médecins ne foutent rien. Et le menace d'un renvoi en Syrie si son équipe et lui ne parviennent pas à éradiquer les mouches. L'auteur déplore aussi l'absence de la reconnaissance pour le travail des médecins coloniaux qu'il considère pourtant comme le ciment de l'Empire français. Il a cette conscience que les médecins coloniaux, finalement, ils sont une base extrêmement importante dans la structuration de ce qu'est l'Empire français, donc les colonies françaises. Et puis il est surtout très allergique, je l'ai rapidement dit, à l'école de guerre, qui est pour lui sans doute le pire des maux. Enfin bref, il a quelques difficultés et avec la discipline et avec la hiérarchie. Alors, il y a aussi souvent question dans le journal de guerre de moments de convivialité qui sont parfois un peu arrosés, entre officiers, souvent. Et l'auteur se montre à cette occasion un assez bon portraitiste. Il recrée des dialogues, il peint ses camarades avec de certaines couleurs, comme par exemple le lieutenant-colonel Dimitri Amilakvari, qui est le mythique commandant de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, au cours d'une soirée en particulier de partie de bridge. Alors Jean Vialard-Goudou a une passion absolue pour le bridge. Dans une de ses éditions, enfin dans un de ses manuscrits, il y avait 17 pages sur le bridge. Alors on a choisi avec la famille de ne pas développer tellement. Mais enfin, le bridge est très important dans sa vie. Mais là, le bridge est mis au profit d'une petite astuce, puisque comme il le raconte avec truculence, cette soirée est en fait avec le général Koenig est invité à dîner. On est à Bir Hakeim, là. Les combats n'ont pas commencé. Et le général Koenig, cette soirée est un guet-apens, finalement, qui est destiné à essayer de convaincre le général Koenig qu'il faut renforcer absolument les moyens du groupe sanitaire divisionnaire. Donc, ils se sont mis d'accord avec Amilakvari, qui est un peu dans la combine. Et c'est assez enlevé, c'est assez truculent. Maintenant, revenons, si vous voulez, sur le journal de Bir Hakeim. C'est donc ce journal au jour le jour, tenu entre février, c'est-à-dire au moment où les Français s'installent dans la position de Bir Hakeim, et ça va jusqu'après la sortie en juillet. C'est un document très brut, qui est composé de phrases courtes, qui sont abrégées, peu rédigées, quelques croquis aussi, peut-être qu'on va en voir, Pauline, après ça, il y a peut-être un croquis, je n'ai pas vu. Voilà, ça c'est extrait de son journal de Bir Hakeim, qui précise les différentes positions et les déplacements aussi des éléments de l'ambulance Spears, du groupe sanitaire divisionnaire, etc. Et puis, évidemment, vous le pensez bien, c'est intéressant pour la préparation de la défense de la position, jusqu'à l'attaque du 27 mai, la période du siège, et évidemment la sortie de Bir Hakeim.
Alors, les conditions de travail acharnées, de préparation, d'organisation des postes de secours, l'inspection des médecins des différents bataillons, puisque les médecins sont répartis dans différents bataillons à Bir Hakeim, et ailleurs aussi d'ailleurs, c'est une tradition, l'évacuation des blessés, le stress qui est lié à l'attente de l'attaque, naturellement plus tard, celui qui est lié à la fureur des combats et des bombardements, tout concourt à une écriture qui est à la fois spontanée et nettement plus tranchée que dans son journal de guerre qu'il a rédigé à tête un peu reposée. Donc globalement, le médecin-chef de la brigade, Vialar Goudou, n'est pas satisfait de l'organisation générale du groupe sanitaire qu'il juge être le résultat d'influences qui sont plutôt autres que médicales et un peu politiques. La lecture de son journal permet d'apprendre que le 16 avril, il transmet à sa hiérarchie un dossier dans le but de réorganiser tout le service de santé des forces françaises libres. Il désigne comme coupable la formation de l'école de guerre, qui, encore une fois, c'est un peu son obsession, qui est selon lui trop théorique, trop éloignée de la réalité et dont les élèves, enfin les anciens élèves, ne veulent et ne peuvent comprendre. Mais là, je pense qu'on a affaire un peu à ce qu'expliquait aussi le médecin Gérald Morillon, c'est-à-dire que ces officiers médecins, ils sont souvent tout seuls à gérer un poste de santé, une case de santé. Ils ont une habitude de l'autonomie et ils perdent un peu l'habitude, évidemment, aussi de l'autorité hiérarchique. Et puis, c'est indiscutable, enfin, c'est la tension des combats qui exacerbe les prises de position et aussi bien que les enjeux. Et donc, on voit aussi quelques inimitiés, quelques frictions qui apparaissent plus clairement dans le journal de Bir Hakeim que dans l'autre journal, et c'est en fait le reflet de la pensée du moment et de l'instant. Alors, un petit exemple, le plus parlant, c'est le différend qui l'oppose au directeur de l'ambulance Hadfield Spears, le médecin-colonel Fruchot, qui est d'ailleurs compagnon de la Libération aussi, au sujet du camion hôpital, la fameuse cathédrale, que Vialar Goudou juge trop facilement repérable en terrain dégagé. Alors, dans son journal, il écrit, le 19 mai, il est question de l'incommensurable orgueil de Fruchot qui a aveuglé le personnel médical autour de lui. Au soir du bombardement de la cathédrale, le 9 juin, Vialar Goudou dénonce amèrement les résultats de la cathédrale Fruchot que les avions allemands utilisent comme repère et il écrit « Le groupe sanitaire divisionnaire est constamment bombardé ». Enfin, je vais bientôt en terminer, alors que par modestie, il ne l'évoque absolument pas dans son journal de guerre, il note dans son carnet de Bir Hakeim de façon lapidaire en août 1942, et c'est encore une fois, c'est un carnet qu'il ne destinait pas à la publication, Catroux, le général Catroux, à Héliopolis m'a remis la croix de la Libération. Je ne comprends plus. D'autres qui ne l'ont pas l'ont mérité pour moi. Voilà la citation qui reprend un peu ce que disait tout à l'heure François par rapport à l'importance d'un Jean Vialar Goudou dans le dispositif et l'histoire de Bir Hakeim. Voilà la citation qui accompagne son attribution de la croix de compagnon de la Libération. Je vous la lis. Médecin-chef de la première brigade en Libye Nord, a fait preuve des plus grandes qualités de sang-froid et de dévouement au cours des combats de Bir Hakeim du 26 mai au 10 juin 1942. A fait face à une situation extrêmement difficile, position encerclée, poste de secours continuellement bombardés par l'artillerie, par les raids massifs et journaliers d'aviation, perte de personnel médical, blessés achevés par les bombes, et finalement, manque d'eau et de médicaments. C'est dépensé sans compter de nuit et de jour pour organiser les soins, les évacuations périlleuses, les ravitaillements d'hiver, visiter ces médecins de bataillon sous le feu, a enfin réussi à sauver la totalité de ses blessés, 250, au cours de la sortie de vive force dans la nuit du 10 au 11 juin, faisant charger et décharger les blessés au fur et à mesure de la destruction des véhicules. A veillé au point de rendez-vous avec les Britanniques à ce que tous les blessés reçoivent des soins, en a donné lui-même et a conduit le convoi des blessés en sécurité. Et cette citation accompagne le décret de nomination de Jean Vialar Goudou comme compagnon de la Libération. Alors pour conclure, et vous l'aurez compris, il y a plusieurs intérêts à la lecture de ce journal de guerre. D'abord, il y a sa qualité d'écriture, son style, et pour tout dire, moi, ce que j'appelle volontiers un charme certain. La proximité aussi, voire l'immédiateté pour le journal de Bir Hakeim, de la rédaction au moment des événements, et donc une certaine vérité dans le propos, même une grande vérité dans le propos, qui reste encore, une fois, la vérité de l'auteur, la vérité de Jean Vialar Goudou. Il vient également apporter un éclairage important sur la médecine de guerre, par le témoignage d'un médecin des troupes coloniales en campagne, qui n'ont franchement pas été nombreux à s'exprimer par rapport aux autres officiers qui ont pu écrire leurs mémoires, leurs souvenirs, que sais-je encore. Et puis, intéressant par la description de la vie quotidienne d'un groupe sanitaire dans la guerre du désert. Voici donc autant de raisons d'acquérir le journal de guerre d'un médecin de la France libre pour le prix modique de 22 €, ce qui sera possible pour ceux qui sont dans cette salle à l'issue de cette soirée.
Avant de passer la parole à Aymeric Gentil, qui va nous présenter la brochure réalisée par la Société des Amis du musée, j'attire votre attention sur le fait que nos voisins du musée de l'Armée présentent entre le 23 mai et le 16 septembre prochain une exposition qui s'appelle Combattants de Bir Hakeim, qui est en cours de montage, qui est absolument magnifique, qui se trouve à l'entrée de l'Historial de Gaulle et pour laquelle le musée de l'Ordre de la Libération a été, outre le musée de l'Armée, le prêteur majeur. Voilà, je vous remercie. Mon cher Aymeric, tout à vous. Merci beaucoup. Je vais être très bref, je vous rassure, mais j'ai l'honneur et le plaisir, au nom de la SAMOL, et de son conseil d'administration, de vous présenter notre brochure, la brochure réalisée, éditée et financée par la SAMOL, évoquant la bataille de Bir Hakeim pour le 80e anniversaire de celle-ci. Ce projet de brochure est né en octobre dernier au conseil d'administration de la SAMOL. Un comité de rédaction a été constitué, comprenant Philippe Radal, François Broche, Jean-Pierre Louise, Didier Rousseau et moi-même. Ce comité a pris la responsabilité de la réalisation de l'ouvrage depuis sa conception jusqu'à son impression, avec d'un bout à l'autre l'engagement et l'inestimable contribution de Vladimir Trouplin, conservateur du musée, qu'il en souhaite ici remercier. Préfacé par le général Baptiste, délégué national de l'Ordre de la Libération, et Philippe Radal, président de la SAMOL, cet ouvrage de 64 pages se veut avant tout un hommage à tous ceux qui participèrent, il y a 80 ans, à cette page glorieuse, à ce grand tournant de la France libre, brillamment évoqué ce soir par François Broche et Vladimir Trouplin. Il restitue le contexte stratégique de la bataille, son déroulement, son résultat militaire, son retentissement international. Il donne à voir les 12 unités de la première brigade française libre présentes à la bataille. Il met en exergue le parcours de 17 compagnons de la Libération, officiers ou hommes de troupe, parmi les 172 présents à Bir Hakeim, et dont 18 y trouvèrent la mort. Il est pour cela richement illustré d'un appareil iconographique de près d'une centaine d'objets, de souvenirs, de documents et de photographies provenant exclusivement des collections du musée de l'Ordre de la Libération. Vous avez pu en voir ce soir quelques éléments, quelques photos. Cette iconographie a été rassemblée par Béatrice Parrain, responsable des collections photographiques, que nous tenons aussi à remercier vivement. Les textes sont également issus du musée, à l'exception de certains, liés notamment au contexte de la bataille, à son résumé ou à quelques portraits de compagnons et de descriptions d'unités que nous devons à François Broche et à Jean-Pierre Louise. Le choix de la charte graphique s'est porté vers un univers de couleurs un peu éloigné de celui vert et noir de l'Ordre de la Libération, avec la volonté de proposer, via les couleurs sable, clair et foncé, une évocation du désert, renforcée par la ligne épurée et lumineuse de la mise en page, visant en particulier à mettre en valeur l'appareil iconographique. Cette conception en réalisation graphique est due à Elsa Camiade, graphiste freelance dont vous jugerez le travail et dont je ne peux à titre personnel que recommander les services. Je tiens à préciser que je ne la connaissais pas avant que Pauline Fabry, chargée de communication à l'Ordre, ne nous mette en contact pour les besoins de cette brochure. Enfin, l'impression des 600 exemplaires désormais à notre disposition, et dont certains seront disponibles à la vente dès ce soir, a été réalisée par le commissariat des armées avec encore une fois le soutien de Pauline. Merci Pauline. Dans son idée, dans sa conception et dans sa réalisation, cet ouvrage, dont nous espérons qu'il emportera vos suffrages, nous semble correspondre très précisément, quoique très modestement, à quelques-uns des objectifs principaux de la SAMOL, à savoir soutenir et mettre en valeur le musée de l'Ordre de la Libération et la richesse de ses collections, contribuer à la mission et au message de l'Ordre, visant notamment à conforter l'esprit de défense chez nos concitoyens, et enfin, inspirer les générations présentes et futures par la présentation, la narration, la célébration de l'héroïsme des combattants de la France libre et de nos chers compagnons de la Libération. Je vous remercie. Avant de clore cette soirée conférence dédiée à la bataille de Bir Hakeim, si, aussi bien dans la salle qu'à distance, des questions sont posées, doivent être posées à François Broche ou éventuellement à moi-même en ce qui concerne le journal de Jean Vialaroudou, c'est le moment, puisqu'après nous allons conclure. Donc si quelqu'un... Monsieur, j'arrive, je vous apporte le micro. Voilà.
ma prise de parole, on m'entend? Parlez bien fort dans le micro. Oui, ma prise de parole est un chouïa décalé par rapport au centrage, je dirais, de l'admirable travail des sanitaires, des services sanitaires de l'armée, et par rapport à, je dirais, à tout cet échantillon éditorial qui nous est aimablement présenté et qui m'intéresse puisque j'ai été aussi documentaliste bibliothécaire. Maintenant, j'ai une question de l'ordre information à poser. C'est la part des Italiens comme alliés auprès de Rommel dans les forces engagées à Abir Hakeim. Ensuite, je vais passer à des anecdotes qui ne sont pas toutes distrayantes, mais il se trouve que mon beau-père était lieutenant à la Légion étrangère, a été fait compagnon de la libération à Abir Hakeim. Puisqu'on a évoqué les British Doctors, il me disait que les British avaient leur cup of tea à heure fixe et que c'était imperturbable, le cérémonial britannique, pour l'anecdote. Pour l'armement, il avait des canons de 75 qui commençaient à dater un peu, qui avaient été adaptés anti-char, qui étaient ensablés, cachés dans le sable, mais qui l'obligeaient à tirer droit au but au plus près. Il en a gardé une légère sourdité. Et pour terminer, je ne dirai pas plus loin, il m'a fait très peu de confidences parce que les hommes en général de ces batailles-là sont très discrets. Il m'a dit, parmi mes meilleurs hommes, les plus valeureux, il y avait de nombreux combattants républicains de la guerre d'Espagne. Voilà, je voulais aussi le signaler. Merci, monsieur. Je vais peut-être laisser François, s'il veut répondre sur la question de la participation des Italiens, ou le pourcentage de la participation des Italiens. Donc, Rommel englobe dans l'Africa Corps l'armée allemande d'Afrique, mais également l'armée italienne qui a connu un certain nombre de défaites en Afrique de l'Est et qui se retrouve sous son commandement. Il y a donc, en tout cas, vous complétez, hein, François, il y a 2 divisions motorisées qui sont italiennes sous les ordres de Rommel, c'est la division Ariete, la division Trieste. Et la division Ariete, c'est elle qui lance l'attaque, c'est elle qui est lancée à l'attaque de la position de Bir Hakeim le 27 mai 1942 par le nord-est de la position, et c'est le 2e bataillon de Légion étrangère qui l'accueille, si j'ose dire, qui le reçoit. Et dans les collections du musée, nous avons par exemple l'agenda de l'année 42. Mais c'est un tout petit agenda, rien à voir avec un journal. Petit agenda de l'année 42 d'un certain lieutenant Hubert Germain du 2e bataillon de Légion, où il écrit au jour du 27 mai, il a une demi-minuscule page, attaque italienne, attaque de chars, on en a eu 39, les gars ont été au poil. Voilà, donc ça répond un peu à la question. Et la deuxième question, ça c'est ce que disait François, c'est-à-dire qu'effectivement, le travail d'enterrement de la position au-delà des champs de mines qui ont été essentiels, c'était de s'enterrer. Il y avait quand même, Koenig avait fait la Première Guerre mondiale, il a bien compris que c'était une position à tenir. Et donc, si effectivement, cet énorme travail de terrassement où tous les hommes avaient un trou individuel, où tous les camions étaient enterrés, où les postes sanitaires étaient en partie enterrés, où, vous l'avez dit, les canons de 75 étaient enterrés jusqu'à la limite du canon pour faire du tir absolument horizontal, puisque c'était l'idée. Effectivement, ça a été l'idée de manœuvre et ça a plutôt bien fonctionné. Y a-t-il une autre question? Madame. Oui, merci de me donner le micro. Ça marche là? La dernière photo qu'on a vue là, sur la sortie de Bir Hakeim, c'était pas très net la photo, mais j'ai l'impression qu'il y avait des femmes. Ah non. Non, il n'y avait pas de femmes. Bon, est-ce qu'il y avait des femmes à Bir Hakeim? Non, parce que il y avait une femme à Bir Hakeim. Il y a une femme à Bir Hakeim. C'est Suzanne Travers, qui était une Britannique engagée dans la France libre et qui était chauffeur du général Koenig. Et d'ailleurs, dans la fameuse sortie en pleine nuit à travers les positions, c'est Miss Travers qui conduit la voiture dans laquelle se trouve le général Koenig. Voilà. Mais elle était la seule femme. Il n'y avait pas de femmes dans l'équipe médicale. Dans Bir Hakeim, il y avait des femmes dans les équipes médicales de secours qui étaient là pour récupérer les blessés, notamment au sein de l'ambulance Hatfield Spears, qui avait un personnel qui était à moitié masculin, à moitié féminin. Mais dans Bir Hakeim, une seule femme, c'était Suzanne Travers. Merci.
Bien. Mon général, vous voulez dire un mot peut-être? Oui. Avant que nous rendions l'antenne. Oui. Je voudrais tout d'abord donner une anecdote personnelle par rapport à Bir Hakeim. François Broche ne l'a pas dit, parce qu'il était historien là ce soir, mais son père, Félix Broche, le lieutenant-colonel Félix Broche, est mort à Bir Hakeim, tué au combat. Et François Broche et moi, nous étions ensemble en 1979 à Couët-Quidan, lorsque, un genou à terre, j'ai reçu mon sabre avec l'ensemble de mes camarades de promotion, et lorsque nous sommes relevés, nous avons été baptisés de la promotion lieutenant-colonel Félix Broche. Et si vous voulez, je ne crois pas à la prédestination, parce que c'est que nous ne serions pas libres. Mais enfin, que je sois là aujourd'hui, premier officier général, non compagnon, vous avez bien vu que j'ai moins de rides, c'est quand même le hasard tel qu'il est défini, un geste discret du ciel. Deuxième chose, oui, à l'école de guerre, il n'y a pas que des chevaux de course, il y a quelques chevaux de bois. Mais enfin, là aussi, en 1932, c'est ça, le capitaine de Hautlock sort major de l'école de guerre. Il n'y a pas que des chevaux de bois. Et enfin, je voudrais dire toute ma satisfaction et féliciter vraiment cette société des Amis du Musée de l'Ordre de la Libération. Et si vous n'en êtes pas, inscrivez-vous. L'Ordre de la Libération a besoin d'avoir des tas de personnes autour de l'Ordre. L'Ordre doit être ni isolant ni isolé, et qui font preuve, sous sa présidence de Philippe Pradal, avec son équipe rapprochée, d'un dynamisme extrêmement rafraîchissant, extrêmement utile. Voilà, donc je voulais les remercier ce soir. Et puis, cette brochure de Bir Hakeim, c'est la troisième brochure qu'ils font. Donc, ils produisent en plus, si vous voulez. Normalement, ils sont là pour enrichir les collections par des achats. Et malheureusement, ils sont amenés à le faire quand, d'une manière navrante, nous voyons des objets en vente publique, y compris parfois de familles de compagnons. Oui. Donc, ils enrichissent nos collections en les rachetant grâce aux cotisations et autres dons qu'ils peuvent recevoir. Mais là, en plus, ils participent à leur façon, toujours d'ailleurs avec le parrainage scientifique de notre conservateur, à produire. Et je trouve cela extrêmement intéressant et je vous engage vraiment à prendre cette brochure Bir Hakeim, parce que moi, Bir Hakeim, évidemment, promotion du lieutenant-colonel Broche, nous avons été biberonnés de Bir Hakeim pendant 40 ans, si vous voulez, nos promotions. Mais j'y ai découvert des choses, et je trouve qu'en plus, et vous avez raison de l'avoir cité, monsieur Amérique, c'est que la mise en page, je crois que vous avez quand même dirigé cette affaire-là, est tout à fait intéressante dans une façon claire, facile, qui vous savez, c'est celui que je cite toujours, là, sur comment on apprend l'histoire. Elie Wiesel, non. Tocqueville. Non. Bref, il y a un grand mamamouchi de l'éducation nationale du début du siècle dernier. Lavis, Ernest Lavis. Ernest Lavis, le petit Lavis illustré, certains cheveux blancs comme les nôtres, nous avons été biberonnés, qui disait une chose extraordinaire et qui m'avait marqué quand j'étais directeur du musée de l'armée de l'autre côté de la cour, comme quoi la langue française est très riche et qu'un seul article change tout. Il avait écrit « L'histoire ne s'apprend pas par cœur, mais par le cœur ». Eh bien, cette brochure, permettez-moi, général, en plus, vous ne l'avez pas encore payé. Si, bon, d'accord. Cette brochure permet de lire l'histoire par le cœur, par des gens qui l'ont fait avec cœur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, un mot simplement pour vous dire que la dernière soirée culturelle de la saison aura lieu le jeudi 30 juin, que nous recevrons Guillaume Piketty, qui est l'auteur d'une biographie d'un personnage extrêmement intéressant, Pierre de Chevigné. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire si cela vous intéresse, compagnon de la Libération, naturellement mon général. Et puis je tiens aussi à remercier la technique, c'est-à-dire Sébastien Rocher et Pauline Fabry, qui encore une fois, qui remercie à 2 titres ce soir pour leur efficacité souriante et bienveillante. Je vous remercie, on va couper l'antenne et ceux qui sont ici vont pouvoir maintenant
regardez, voici. Merci beaucoup.